Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci de vous joindre à notre webinaire aujourd'hui qui est hébergé par Nest et UNICEF pour discuter des outils de mise en œuvre pour les soins périnataux des petits et des malades. Ceci fait partie de la série de webinaires. Vous voyez l'adresse mail avec le lien vers le site. La série de mise en œuvre d'apprentissage est un partenariat entre le NES 360 et l'UNICEF, les outils pour les petits, les périnataux. L'objectif de cette série est d'encourager l'apprentissage collaboratif pour l'avancement des soins périnataux. Nous nous concentrons aujourd'hui sur les fournitures et les dispositifs médicaux. Vous voyez les codes pour vous inscrire à la lettre d'information du toolkit en français. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Aujourd'hui, le 25 juillet, nous allons parler des dispositifs et des fournitures médicales en nous concentrant sur les nouveau-nés et la caféine. Je m'appelle Dr Léa Greenspan. Veuillez bien ignorer l'intro sur cette diapo. Je suis une conseillère principale pour l'USAID, pour les nouveau-nés, et je suis passionnée de m'assurer que les bébés ont bel et bien accès à l'utilisation caritatif et sécuritaire de la caféine. Notre aperçu du webinaire aujourd'hui, nous allons parler du toolkit pour les fournitures et les dispositifs médicaux. Je vais passer le micro à Dr Oza Bozou pour nous faire un petit aperçu de ce sujet. Bonjour à tout le monde, je m'appelle le docteur Mbozo Sipalo. Je vais vous montrer les outils et les dispositifs médicaux et les toolkits pour... je vais mettre la vidéo maintenant. Il s'agit là d'un aperçu du toolkit pour nouveau-nés pour vous expliquer les dispositifs disponibles. C'est un guide pour vous montrer où trouver les dispositifs les plus récents pour les soins médicaux des nouveau-nés. Ce que nous regardons maintenant, c'est le site web. Nous cliquons sur le toolkit de mise en œuvre et nous voyons comment le système marche. L'icône bleue, nous allons y cliquer dessus et nous voyons maintenant un aperçu et toutes les onglets. Nous avons les lectures, les outils et les apprentissages. C'est important de savoir que chaque section a des détails. Voici les exigences et vous verrez les exigences pour les technologies des nouveau-nés, les technologies essentielles et pour chacune des unités des nouveau-nés. Et nous avons après aussi, nous soulignons les ressources autour du terme des technologies et l'une des ressources soulignées, c'est les profils ciblés. C'est une ressource qui est écrite par l'UNICEF et le NES 360 sur les thèmes de l'hydratation, nutrition, délivrance de médicaments, la gestion de la jaunisse
et autres. Vous pouvez avoir accès facilement à ces ressources qui vous mènent à la page UNICEF où vous aurez plein de produits à portée de main. Vous avez les exigences pour la médecine des nouveau-nés essentiels aux nouveau-nés et vous voyez la liste de l'OMS pour les médicaments essentiels pour les enfants. Et ceci nous mène à la page où vous pouvez avoir accès aux ressources, à la description des ressources et vous pouvez télécharger la page facilement. De plus, dans cette section, vous avez la thérapie par oxygène qui est essentielle pour la ressuscitation des nouveau-nés et les conditions des nouveau-nés. C'est un dispositif qui sauve des vies et vous avez différentes organisations telles que l'OMS, l'UNICEF et d'autres. On clique sur un petit lien. Et vous pouvez aussi cliquer sur l'outil de planification du système d'oxygène qui vous mène à la page UNICEF et l'accès aux initiatives concernant l'oxygène qui vous mène à la page de l'OMS qui peut être facilement téléchargée. Les dispositifs et les fournitures médicales. Ceci souligne le besoin d'avoir des médicaments et des dispositifs et des fournitures adéquats, ainsi que un écosystème de soutien et de soins des nouveau-nés. Nous invitons toutes les personnes qui s'occupent des nouveau-nés de regarder ces ressources pour apprendre, agir et agir ensemble. Merci. C'était l'aperçu des dispositifs et des fournitures pour les nouveau-nés. La prochaine oratrice sera un docteur de la Indiana School of Medicine, l'école de médecine d'Indiana, le docteur Osayame Okagere, qui va parler de la caféine pour les soins des nouveau-nés et les recommandations de l'OMS. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Je vais vous parler de la drogue pour traiter l'OAP, la maxilantine. On ne peut pas entendre. No. Pour l'opportunité de contribuer à des discussions importantes aujourd'hui. Le sujet, c'est la caféine pour les soins néonataux, les recommandations et les preuves de l'OMS. Les recommandations de l'OMS pour l'utilisation des caféines pour les nouveau-nés prétermes. Et pour résumer rapidement, l'apnée est une cessation de la respiration qui dure moins de 15 secondes associée avec la désaturation et la bradycardie. L'incidence est inversement reliée à l'âge de gestation. Les formes sévères peuvent mener à la
à l'échec de la respiration et au décès. La rétinopathie de la prématurité est un neurodéveloppement pauvre. Les médicaments utilisés pour traiter le AOP ou la méthylxanthine, vous avez la théophiline orale et la caféine orale ou par intraveineuse. Les recommandations de la recommandent le traitement par caféine depuis longtemps, depuis 2009. Ça a été inclus dans la liste des médicaments essentiels. En 2020, ça a été inclus dans les directives pour les petits malades et en 2022, les soins pour les nouveau-nés après terme. Les recommandations sont les suivantes. Traiter tous les nouveau-nés qui ont été nés avant terme. C'était une grande recommandation avec une certitude d'évidence modérée. Deuxièmement, les nouveau-nés qui sont nés moins de 34 semaines après terme, il y avait une aide avec la libération de ventilateurs mécaniques, une grande recommandation avec une preuve d'évidence modérée. Les enfants avec moins de 34 semaines à la naissance pour empêcher le développement de l'apnée de la prématurité. C'était une recommandation conditionnelle avec peu de preuves. Les preuves qui soutiennent l'utilisation de la caféine pour les enfants nés prématurément, la comparaison de la caféine avec le placebo, les résultats sont les suivants. En ce qui concerne la mortalité, il y a seulement eu 3 essais qui ont compris 154 patients et la caféine n'a pas eu beaucoup de succès par rapport au placebo. Par rapport à l'apnée, à la décharge, vous avez eu un essai sur 43 patients qui n'ont pas trouvé de bénéfice pour la caféine par rapport au placebo. Les essais ou le neurodéveloppement faible, il y a eu un essai sur 767 patients pour assurer que la caféine réduit le nombre de jours où le décès. Et il y a eu une certitude modérée de 95% de 0,71 vers 0,01 à 0,1. Il y a eu aussi une étude de maladie chronique des poumons sur 805 patients et un essai, et il y a eu une certitude modérée. Pourquoi la caféine est plus référée à l'aminophiline? Telle est la recommandation de l'OMS. Les preuves montrent que c'est équivalent pour réduire l'incidence de l'apnée dans les enfants prématurés. Les bénéfices de la caféine par rapport à l'aminophiline. La caféine, ça pourrait être parce que la caféine résulte en moins d'effets secondaires tels que la tachycardie ou l'intolérance quand on les nourrit, et ça ne demande pas de surveillance du sang et ça a une demi-vie plus longue tel un dosage à usage unique, et il y a une fenêtre thérapeutique plus large. Donc, la caféine serait meilleure que les autres choix. Les recommandations et les évidences en place, il y a quand même des lacunes de recherche et clinique. L'origine des preuves disponibles. Comme vous le voyez sur la liste, dans l'Australie, le Canada, la France, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été les pays clés où le caféine a été étudié. Pas tous les résultats des études ne s'appliquent à des pays à revenus moyens. Par exemple,
l'incidence est plus basse parce que les bébés en risque ne se développent pas assez pour faire l'expérience de l'autre maladie. Donc, il n'y a pas beaucoup de preuves à ce niveau où la qualité des soins fournis n'est pas équivalente dans ces pays. J'ajouterai que les résultats les plus importants pour dans les situations à revenus faibles ou moyens incluent la mortalité et l'apnée. Vous voyez que le numéro d'études qui évaluent ces résultats et le nombre de patients étudiés et la qualité des preuves ne sont pas adéquats pour répondre à cette question dans la situation des pays à faible ou moyen revenu. C'est important d'examiner la caféine par rapport au placebo, la population de l'étude et les preuves ne sont pas pertinentes dans cette situation. Les preuves ne sont pas transférables des pays à grands revenus par rapport aux autres. Là, pour conclure, la caféine est une drogue efficace et sécuritaire pour les enfants prématurés. La OMS recommande de l'usage. Cependant, l'évidence qui soutient l'utilisation de la caféine et a pour origine les pays à haut revenu et ces évidences ne seront peut-être pas applicables aux pays à revenus faibles ou moyens. Les lacunes crée l'opportunité d'étudier les effets de la caféine sur la mortalité des nouveau-nés et l'effet du développement neurologique à long terme. Merci de l'opportunité de participer à cette discussion. Bonjour, merci de votre introduction. Voici maintenant le docteur Andrew Story. Je travaille avec la Clinton Health Access Initiative et je vais parler de la citrate à base de caféine. Donc, nous voulons faire le suivi pour comprendre que la citrate de caféine est un médicament recommandé dans les pays à revenus moyens ou bas. Nous avons fait une étude géographique. Nous avons étudié 5 pays, l'Éthiopie, l'Inde, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le niveau aussi des politiques, la sensibilisation, la disponibilité, l'utilisation, le prix. Et nous avons engagé beaucoup de fournisseurs 20 en Éthiopie, 18 en Inde, 23 au Kenya, 28 au Nigeria et 18 en Afrique du Sud. Et nous avons les autres parties prenantes, professionnelles, associations de café, fabricants de caféine et distributeurs. Nous avons trouvé que la citrate de caféine se trouvait dans les directives des pays que nous considérions la langue nationale n'est souvent pas alignée avec la sémantique avec celle de l'OMS. La différence était en Éthiopie, où la caféine ne faisait pas partie des directives nationales. En Afrique du Sud, Éthiopie et Nigeria avaient des directives. Au Kenya, les directives de traitement pour l'AOP recommandaient l'utilisation de l'aminophiline ou la citrate de caféine n'était pas disponible dans les hôpitaux indiens et ils se défieraient à l'Institut de sciences médicales. En Afrique du Sud, Éthiopie et Nigeria, les directives recommandaient l'utilisation de la caféine ou de l'aminophiline. Mais il fallait être réaliste pour avoir un mode de soutien en cas de manque de caféine. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Nous avons parlé à des fournisseurs de soins de santé pour savoir quels étaient les niveaux de sensibilisation concernant la caféine parmi les néonatologistes et les pédiatres dans la NICU. Et nous avons trouvé en particulier pour les unités néonatales et périnatales. Les pédiatres étaient les fournisseurs les plus qui s'y connaissaient le mieux. En Inde et en Nigeria, tous les fournisseurs avaient 100% révisé et étaient au courant de la caféine comme traitement préféré pour l'AOP. Les niveaux variés de sensibilisation en Éthiopie, Kenya et Afrique du Sud, ceux qui n'étaient pas au courant avaient tendance à appartenir à des établissements de santé de moindre qualité. Mais quand même, la moitié comprenait l'importance de la citrate de caféine. En Éthiopie, la sensibilisation était basée sur la connaissance de ce produit. Nous avons trouvé que, à part l'Éthiopie, les autres pays avaient l'habitude de se servir de la caféine pour traitement de l'AOP. Dans les établissements de la NICU. En Inde, la plupart des établissements de la NICU ont étudié l'utilisation de la caféine en tant que traitement de l'AOP. Et les établissements ont été surveillés partout en Nigeria, Kenya et Afrique du Sud. Les officiels des ministères de la Santé ont été interviewés et ils ont indiqué une bonne sensibilisation et un grand soutien et préférence de la caféine abordable et l'intention de se servir de produits alternatifs. Dans tous les cas, il y avait le prix, le coût de ce produit qui a été souligné. Et beaucoup de personnes et de populations ne pouvaient pas se permettre la citrate de caféine. Dans le Kenya, le ministère de la Santé de la caféine a dit que la caféine est une drogue spéciale, même dans le meilleur des cas, les volumes sont bas, même à un prix plus élevé, et c'est quand même un coût assez bas relativement à tous les coûts globaux de la NICU. L'appréciation means que le prix pour les unités de soins intensifs pré-périnataux. Vous pourrez passer à la prochaine diapo. Ce que nous voyons, c'est quand j'en reviens à quand nous avons interviewé, fait des entrevues, nous avons trouvé que dans la plupart des cas d'utilisation, la disponibilité de la citrate de caféine était assez limitée dans les établissements étudiés. La caféine n'était pas disponible dans les établissements étudiés en Nigeria, en Éthiopie. L'Inde était le seul pays où les établissements ont trouvé qu'il était disponible de façon régulière. Au Kenya, c'était un peu plus mélangé et en Afrique du Sud également, c'était un mélange dans les usines, les établissements et l'unité des soins intensifs néonataux, l'USIN. Donc, il y avait
Prochaine diapo. Alors, le prix. Dans tous les pays, nous voyons des prix extrêmement élevés payés pour la citrate de caféine par la clientèle. Et nous pouvons ceci est comparé à l'alternative. Et ça, c'est le plus grand problème. En Afrique du Sud et en Inde, la caféine est procurée. Ceci assure la disponibilité dans les établissements publics à des prix plus bas que dans le secteur privé. En bas à droite du graphe, vous voyez que la citrate de caféine est plus basse dans le secteur public que dans le secteur privé. Et en Nigeria et en Éthiopie, la caféine n'est pas du tout disponible au niveau public, mais les produits de caféine enregistrés en Éthiopie, il n'y a pas de produits de caféine à base de caféine immatriculés en Éthiopie. L'aminophiline relativement onéreuse à 1,30 $. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui poussait ces prix. Premièrement, il y a le prix accepté. Le prix de la citrate de caféine qui sort de l'usine et de 10 $, c'est cher, très, très élevé. Il y a des raisons. Après, il y avait le prix de distribution, la majoration de ce produit jusqu'avant qu'il atteigne la clientèle. Ça double le prix payé. Il y a une majoration de 120% par rapport au prix de l'usine tout le long de la chaîne d'approvisionnement. Nous allons comprendre que la caféine est un autre exemple de que le produit a été attrapé dans la trappe du marché dû aux obstacles de demande et d'offres et de demande. Les raisons sont un environnement défavorable, des demandes limitées, alternatives moins chères, production des deux niveaux de offre et de demande fragmentées et limitées, une visibilité basse, une production non efficace et une inflation des prix dans le pays. Et bien sûr, il y a le manque de disponibilité et manque d'utilisation. Du point de vue de la fourniture, vous voyez une demande fragmentée. Le produit n'est pas vraiment disponible. Il y a une disponibilité très limitée. Alors, pourquoi est-ce que les fournisseurs investiraient là-dedans? Donc, nous ne voyons pas. Nous voyons que nous avons des problèmes au niveau de la fourniture, des obstacles de fourniture et des obstacles au niveau de la demande. Quand ça en arrive à l'usine, nous voyons dans l'inflation des prix à tous les niveaux, une distribution inefficace qui repousse le prix vers le haut. Une diapo finale pour les interventions au niveau de l'offre et de la demande sont nécessaires pour faire face aux causes racines sous-jacentes de l'accès limité. Il faut nous assurer qu'il y a plus
de disponibilité pour un produit plus abordable. Je passe le micro à Dr Linda Storari. Merci, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Linda Storari, je suis la coordinatrice de projet de santé mondiale chez Chiesi et je vais vous parler de notre approche pour réduire les coûts de la caféine. C'est une drogue essentielle. Je parle de la vie au Swahili. Les deux objectifs du projet Maïcha, c'est de fournir l'accès aux soins pour les populations desservies et d'améliorer l'équité de santé est une valeur clé de la Chiesi. Nous sommes gérés par une famille et notre équité est très proche de notre cœur. Comment est-ce que nous allons nous y prendre notre projet pilote qui est citrate de caféine? Nous allons le faire en fournissant des médicaments périnataux à des prix abordables et en réinvestissant nos profits dans la formation, dans l'éducation. Nous aimerions, quand nous parlons de la citrate de caféine, c'est de soutenir les activités qui sont nécessaires pour assurer qu'il y a une amélioration des soins et que c'est un catalyseur de changement. C'est la raison pour laquelle nous voulons beaucoup soutenir la formation et l'éducation. Nous avons déjà une présence dans beaucoup de pays. Nous avons commencé il y a à peu près 14 ans. Nous avons des produits dans plus de 80 pays. En ce qui concerne la caféine, nous avons lancé la caféine en 2008 et nous sommes présents dans à peu près 30 à 35 pays. Vous les voyez en violet. Et en vert, vous voyez les pays qui sont dans l'envergure du projet Maïcha, qui a affaire à donner des produits de caféine abordables à haute qualité en Afrique subsaharienne. Et les pays où nous voulons lancer le projet est l'Éthiopie. Comme vous le savez de Andrew, il n'y a pas du tout de caféine disponible là-bas. Et nous voulons aussi pénétrer en Ouganda et en Tanzanie rapidement et potentiellement en Nigeria, qui est un pays très important et qui a beaucoup de défis très importants. Que faisons-nous exactement? Voici ma diapo principale. Comme je l'ai mentionné auparavant, nous sommes présents. Nous avons un développement de citrate de caféine par une ampoule de 3 millilitres. Nous avons tiré parti pour avoir des activités et pour avoir les traitements, pour préparer les données de stabilité, pour montrer que la citrate de caféine en ampoule de 3 millilitres est absolument la même chose à la caféine dans une ampoule à 1 millilitre. Pourquoi est-ce que nous dirigeons dans ce sens? Parce que nous pouvons avoir des coûts beaucoup plus bas. Pour deux raisons, parce que le médicament même correspond à un grand pourcentage du produit fini. Pour la plupart de ceci vient du conditionnement et des processus de stérilisation. Par conséquent, en mettant l'ampoule de 1 millilitre, nous allons avoir 3 fois le montant du produit pour le même prix. Et nous avons aussi un accord spécial avec les fabricants où ils ont réduit leur majoration par lequel l'ampoule de 3 millilitres sera moins onéreuse que celle à 1 millilitre. C'est la raison pour laquelle nous faisons ceci. Nous avons préparé les données de stabilité. Lorsqu'elles seront finalisées, nous allons obtenir l'approbation MHRA
MHRA-EMA que nous allons avoir pendant le deuxième trimestre de 2024. Et nous avons aussi une approbation de l'UE pour les pays subsahariens sélectionnés pour le quatrième trimestre 2024. C'est important de dire que c'est exactement le même produit qui va partout dans le monde. La seule différence, c'est la taille. La qualité est garantie, mais à un prix plus bas. Nous soutenons également et nous sommes en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Université Aga Khan. Ils ont déjà fait une étude de mise en œuvre de la caféine qui a été faite à Nairobi pour confirmer la sécurité et l'efficacité dans des situations à ressources limitées et introduire la caféine en tant que produit respiratoire et médicament sécuritaire et pour avoir une amélioration de la qualité du programme et de la formation. L'étude a été achevée et nous allons publier les résultats sous peu. De façon très importante, c'est la stratégie de partenariat. Je ne peux pas la souligner suffisamment. Nous sommes nouveaux à ce projet mondial de santé pour essayer de lancer un nouveau module. Nous sommes partout dans le monde, mais dans les pays complètement développés, c'est la première fois que nous allons vers les situations à faibles ressources. Nous en avons beaucoup à apprendre, donc cette stratégie de partenariat est importante à tous les niveaux et nous 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 adressons à beaucoup de monde et notre projet, notre cible, notre objectif, c'est de fournir les produits de façon abordable à ceux qui en ont besoin. Et dernièrement, j'ai appris que les établissements à plus de ressources, la clé, c'est d'avoir un plan d'affaires durable pour pouvoir continuer à commercialiser l'ampoule de 3 millilitres de caféine à coût bas pour assurer l'accès des patients et la disponibilité du produit pour soutenir la formation périnatale en continu. Donc, la durabilité est clé pour pouvoir nous étendre au niveau géographique pour pouvoir fournir la caféine à toutes les régions sous-sahariennes et peut-être nous espérons que tous les pays ont besoin de caféine l'auront. Nous sommes vraiment ravis de tout le travail effectué par Andrew et son équipe pour assurer la fourniture aux pays qui n'en ont pas. Je me réjouis de la session de foire aux questions un peu plus tard. Merci. Notre prochain sujet sera sur l'innovation locale pour permettre l'utilisation de la caféine au Ghana. Dr Christabel N. Veronou Larriera, qui est de l'université de l'école de médecine du Ghana et de l'hôpital d'enseignement de Colbu. Léa Grispan va parler pour elle car elle a des problèmes technologiques. Je crois que Christabel est capable de parler. Est-ce que vous êtes là, cher docteur? Docteur Christabel, vous avez le micro fermé. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir?
On dirait qu'elle est partie, elle a quitté la ligne. On voulait beaucoup qu'elle parle. Oui, bon, d'accord, j'y vais. Et pour que vous le sachiez, nous allons afficher ce qu'elle dit. Bon, alors allez-y, Léa. Merci beaucoup. Alors, aux prochaines diapos. Comme vous le savez, je parle pour le docteur Christobel, mon ami du Ghana, pour parler des innovations locales pour permettre l'utilisation de la caféine au Ghana. Prochaine diapo. Nous n'avons rien à l'ordre du jour et c'est l'apnée de la prématurité, la caféine pour soutenir la fabrication, pour soutenir les ONG, la sécurité, la qualité et les coûts pour le Ghana. Nous avons déjà révisé ceci, la définition de l'apnée de la prématurité, c'est la pause de respiration pour plus de 15 à 20 secondes avec désaturation d'oxygène et pratique cardiaque pour les enfants qui sont les nouveau-nés qui sont nés avec moins de 37 semaines de gestation. Dans les situations de technologie, sans technologie adéquate, les nouveau-nés hospitalisés sont en risque. L'apnée de prématurité, quel en est le traitement? Nous avons l'aminophiline et la caféine. En comparaison, les deux ont été utilisés pour stimuler la respiration, pour empêcher et traiter l'apnée dans les nouveau-nés à prématurés depuis des décennies. Les deux médicaments sont efficaces, mais l'aminophiline est associée avec des plus hauts taux de toxicité. La caféine a des avantages thérapeutiques, mais l'aminophiline est plus abordable et disponible dans les pays à revenus faibles. La caféine et la méthylxanthine, les effets sont stimuler la respiration neurologique, accroître le taux de respiration et aider le système myocardique. Ça augmente l'extra ventriculaire et la fonction des muscles respiratoires. Il a des effets adverses qui incluent la tachycardie, la dysrythmie, l'intolérance de nourrissement, la diurétique, les saisies à des hautes doses. Christobel, est-ce que vous êtes là? Je continue. Alors, pourquoi parlons-nous de caféine? La caféine est plus sécuritaire. J'aime bien l'image. Elle a les petites grains de café et les situations chimiques. La demi-vie du plasma est de 100 heures par rapport à 30, des taux réduits de dysplasie et de malfonctionnement neurodéveloppemental. Prochaine diapo. Innovation. Alors, nous voulons comprendre nos circonstances, examiner nos capacités, tirer parti des opportunités pour mettre en œuvre des soins basés sur les évidences pour les nouveau-nés. L'utilisation de la caféine au Ghana émane du soutien des ONG à la fabrication. Avant 2008, l'aminophiline en intraveineuse était la seule option pour traiter l'apnée. De 2008 à 2012, les hôpitaux d'enseignement de Komfo à noter ont eu une fourniture de ONG de de caféine en suspension orale. Ceci est disponible de 2012 à nos jours. Ils utilisent
une des méthodes ingénieuses d'achat et de distribution de la part de centres tertiaires et d'autres vers d'autres établissements. L'utilisation de la suspension de caféine orale en suspension dans les 3 premiers jours après la naissance ne sont pas pratiques communes. Nous voyons une petite bouteille de 30 mm avec une vie d'étagère de 6 mois. 2021. La citrate à base de caféine en intraveineuse a commencé à être fabriquée par l'hôpital d'enseignement où Christobel travaille, Corley-Bou. Prochaine diapo. La fabrication à Corley-Bou, à l'hôpital d'enseignement, existe depuis 50 ans et a été inspectée par l'autorité d'alimentation du Ghana et se sert est utilisé dans les centres de formation des étudiants pharmaceutiques et à une usine aquatique déionisée. La caféine intraveineuse à l'hôpital universitaire de Corley-Bou se sert de la poudre anhydreuse et la poudre est stockée dans le frigidaire pour maintenir sa puissance. Il y a d'autres excipients qui sont disponibles au Ghana et la solution de stock est donnée en flacon de 10 millilitres avec une méthode de stérilisation par la chaleur humide. La première portion de l'injection de citrate à base de caféine était produite par l'autorité alimentaire du Ghana. La caféine en intraveineuse à Corley-Bou est claire, sans couleur, stérile et sans préservatif. Et chaque millilitre prend 10 mg de caféine et le volume de 3 millilitres est conditionné dans des flacons à usage unique de 10 millilitres. La vie d'étagère est de 12 mois en stockage à moins de 28 degrés Celsius. La sécurité et le contrôle qualité, très important. Le processus de production suit les meilleures pratiques de fabrication. Après la stérilisation, chaque flacon est inspecté avant l'étiquetage. Le stockage est fait dans un environnement à air conditionné pour maintenir la qualité de produit pendant le processus de la chaîne d'approvisionnement. Pardon. Il y a un pharmacien dédié dans les départements cliniques qui surveille les effets indésirables et les événements non désirables sont signalés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'événements indésirables en ce qui concerne la caféine. Les coûts, les défis et les prochaines étapes. Les défis, les flacons pour la caféine intraveineuse en fabrication ne sont pas disponibles au niveau local. On les achète de l'Inde. Le surveillement des niveaux de sérum pour le dosage approprié, mais c'est disponible, mais pas abordable. À gauche, nous avons 2 flacons de caféine avec une comparaison de 78 centimes par rapport à 1,72 $. Les prochaines étapes, c'est d'améliorer l'accès à toutes les formulations de la caféine et le militantisme pour l'utilisation précoce de la caféine. Dr Christobel remercie le directeur de la pharmacie de Corley-Bou, le département de la nourriture et des médicaments et les autres. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Je crois que nous avons répondu aux questions au fur et à mesure qu'on les posait. Je vois que Nicolas veut poser une question en direct. Est-ce
possible? Oui, ça devrait l'être. Nicolas, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Merci de ce magnifique séminaire et tous les orateurs et les organisateurs et Casey d'avoir aidé à mener ceci de l'avant. Je ne veux pas être politique, mais je veux vous donner un contexte et mon propre point de vue pour avoir travaillé en néonatologie depuis 30 ans. La raison pour laquelle on ne peut pas obtenir la caféine à prix abordable, c'est surtout parce qu'il y a une indication pour adultes. L'aminophiline est moins chère, mais la caféine était un composé moins cher, mais la raison pour laquelle l'aminophiline est moins chère, c'est qu'elle est produite à haut volume parce que ça a une indication pour les adultes ou les enfants. Et ceci n'existe pas dans la caféine. Donc, il y a un grand problème au niveau des entreprises pour financer les recherches parmi la population néonatale. C'est vrai que l'aminophiline et que c'est le marché qui a créé cette situation. La prochaine chose, c'est que la caféine a été utilisée dans les situations néonatales depuis 40 ans ou si pas plus. Et donc, des usages clés ont montré que là où ils sont le plus utiles, c'est important de savoir que tous ces essais ont été financés par les gouvernements et par les personnes qui payent les impôts, les imposables. Donc, je vous souligner les contribuables. Je ne veux pas vous dire que cette médicament a été développé par des cliniciens. Je me soucie que même la caféine à coût bas sera trop chère pour certaines situations. En Afrique, je ne suis pas un expert en la matière. Je ne sais pas que s'il sera abordable, mais me soucierai que ceci peut être un problème pour les situations pauvres en Afrique. Donc, à mon avis, ce serait vraiment, ça vaudrait la peine de voir si ceci pourrait être offert à prix plus bas. Je ne suggère pas que vous acceptez des caféines à deuxième de moindre qualité, mais peut-être qu'on pourrait l'utiliser beaucoup moins cher si c'était développé pour tous les usages à tous les niveaux. Finalement, pour montrer qu'il y a 30 ans, dans la plupart du Royaume-Uni, le Royaume-Uni utilisait la caféine fabriquée dans une seule pharmacie et qui fabriquait la caféine et les vendait à tous les hôpitaux du Royaume-Uni à un prix très bas. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, ça vaut la peine de le prendre en considération pour voir s'il y aurait d'autres systèmes dans nos pays individuels pour produire une caféine sécuritaire qui serait peut-être moins cher. Donc, il faut demander à tout le monde de réfléchir de façon créative. Peut-être que le système du Ghana peut être développé dans d'autres situations. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ceci, tout ceci. Y a-t-il des commentaires ou est-ce qu'on passe à la prochaine question? Alors, je veux dire que c'est exactement
l'objectif de ces webinaires de Toolkit, nous avons réuni beaucoup de bonnes preuves et de directives. Donc, pour parler de cette lacune du marché qui est critique, nous avons besoin des lignes directives de l'OMS et c'est vraiment triste que Christobel ne puisse pas parler parce qu'elle travaille tellement. L'objectif de ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on peut aller de l'avant ensemble. Alors, peut-être que Andrew va parler, il nous faut être bien plus ambitieux au niveau de la part du marché. Oui, je suis d'accord. Donc, les prix de fabrication de la caféine, donc le prix de fabrication du produit vraiment est vraiment le problème. Donc, il faut vraiment essayer de le rendre plus abordable. Donc, il faut le produire dans le pays même. Pour que ce soit aussi bas que humainement possible. Donc, il faut s'assurer que la production est aussi efficace que possible et négocier le meilleur prix possible. Bien sûr, il faut s'assurer qu'il y a un processus de distribution aussi aligné que possible et aussi rationalisé que possible. Il y a beaucoup de travail qui peut être effectué. Donc, nous avons vu cela au Ghana au niveau de la production de caféine au niveau local. Que faisons-nous maintenant en Éthiopie, même Nigeria et ailleurs, pour nous assurer qu'il y a une production durable au niveau local au sein de tous les pays et toutes les régions de l'Afrique. Ouais, merci. Je veux soulever la question que ma collègue Jean Rick a posée de savoir si nous devons nous concentrer sur la formulation en intraveineuse ou orale. Y aurait-il des preuves d'un côté ou de l'autre? Faudrait-il se concentrer sur une seule formulation pour s'assurer que ceci est bien utilisé? Christobel, vous pourrez écrire dans le chat. En attendant, Christobel, y aurait-il d'autres réflexions à ce sujet? Andrew, peut-être vous? Je crois que c'est important. Ce n'est pas une situation qui est 50% entre les deux produits. C'est bien plus élevé du niveau oral que niveau intraveineuse. La formulation peut être, le conditionnement peut être utilisé pour les deux. Merci beaucoup. Bon, avant de conclure, je veux remercier tout le monde de s'être joint à nous. Souvenez-vous que la caféine est un élément critique de l'écosystème, surtout pendant que le monde se dirige vers l'IKMC.
Donc, je pense que le travail est incroyable que tout le monde fait. Je veux remercier notre panel, nos participants de nous être joints à nous aujourd'hui. Veuillez aller voir le site de Toolkit pour toutes les informations concernant la caféine et pour le prochain webinaire dans la série d'apprentissage. Merci beaucoup à tout le monde.